Donc l'idée, c'était d'avoir dans le cadre du projet Revia Bio, il y a eu des suivis d'élevage qui ont été réalisés en zone, sur toute la France. Donc on est aujourd'hui sur des résultats provisoires qu'on vous présente. Tout n'a pas encore été consolidé, mais il y a déjà de la matière pour alimenter la réflexion et les débats. Donc on a décidé aujourd'hui de se centrer sur le coût du système d'alimentation en élevage ovin bio. Pourquoi on s'est concentré sur ce sujet-là? C'est parce que c'est un sujet qui est d'actualité, par rapport notamment aux questions d'adaptation au changement climatique en termes de sécurisation de l'alimentation du troupeau à la fois en quantité et en qualité, en termes de résilience des élevages face aux aléas, notamment sur ces derniers 6 mois avec une flambée du cours des matières premières qui pose question, et notamment sur la filière bio. Aujourd'hui, on a un prix des aliments qui a dépassé les 600 € tonnes, donc le sujet est vraiment prégnant. Une demande sociétale qui est importante avec une compétition entre alimentation humaine et alimentation animale qui se renforce, et des questions autour de l'indépendance protéique pour réduire les importations et relocaliser la production, notamment sur la question de la protéine. Donc, par rapport au coût du système d'alimentation, on utilise un indicateur qui est le coût du système d'alimentation, qui est un indicateur qui est lié en fait au calcul du coût de production, qui correspond à la somme en fait des postes de tout ce qui est alimentation achetée, donc à la fois concentré, fourrage, minéraux, tout ce qui est lié à l'approvisionnement des surfaces, les frais de mécanisation et de foncier. Donc ils sont ramenés à un équivalent kilo carcasse produit. Donc il faut bien penser que toutes les charges sont divisées par la quantité de kilos de carcasse qui est produit. Donc si on regarde cet indicateur-là, on est parti sur des données qu'on avait sur la campagne 2018. Donc le coût du système d'alimentation dans les élevages ovins bio, on est autour de 7,60 € par kilo carcasse. Donc en fait, il se décompose donc sur les 4 briques. Aliments achetés en moyenne autour de 1,70 € par kilo carcasse. L'approvisionnement des surfaces, on est autour de 70 centimes d'euros par kilo carcasse. La mécanisation autour de 3,80 € et le foncier à 1,40 €. Et donc on voit bien que c'est le poste mécanisation qui pèse le plus dans le coût du système d'alimentation. En fait, c'est le fait que la majorité des systèmes bio, ils sont autonomes, et du coup le poste aliment acheté il est plutôt faible, mais l'autonomie elle reste liée à un coût qu'on retrouve au niveau de la mécanisation. Donc, juste en présentation, on a distingué les systèmes pastoraux et les systèmes herbagers de plaine et de montagne. Bon, dans la typologie, on n'avait que 4 fermes en système pastoral, donc ça reste une indication, mais on n'a pas un échantillon qui est très important. Donc, on est sur un coût du système d'alimentation qui est proche de 11,40 € dans ces systèmes-là, et un système herbager de plaine et de montagne, on est autour de 6,70 € par kilo carcasse, qui représente à peu près 62 à 65% du coût de production hors travail. Donc, ce qui est un poste qui pèse quand même lourd, d'où l'intérêt de s'y intéresser. Donc, que représente en fait le poste aliment acheté? Il est plutôt faible dans les systèmes bio, et en fait, il est en lien direct avec le degré d'autonomie de l'exploitation, qui est un critère qui est vraiment recherché dans les élevages, mais qui est des fois pas possible et où on a besoin d'avoir recours à des achats de concentrés. Il est plutôt en lien avec le niveau de pâturage. On sait bien que la valeur de l'herbe est toujours supérieure à de la valeur du foin, et encore plus à de la paille, donc d'où l'intérêt de pâturer au maximum. Et donc, on est dans des systèmes où, finalement, la part de concentré qui est distribuée aux ovins sur le couple mère-agneau, on va de 87 kg en système pastoral à 111 kg en système herbager. Et ramené au kilo carcasse produit, on est à 6 € à peu près de kilos de concentré par kilo carcasse
produits en système pastoral et 5,40 kg en système herbagé, avec un pourcentage de concentré prélevé qui va de 33 à 43% de la totalité des concentrés qui sont distribués. Et au niveau fourrage, on est sur des systèmes qui sont quand même assez consommateurs, mais qui sont liés aussi à l'année qu'on a pris en référence, qui est 2018, où on a quand même bien souffert de la sécheresse, notamment sur les exploitations qui sont suivies, qui sont pas mal situées dans le Massif central. Donc on est à 257 kg de matière sèche de fourrage par brebis en système herbagé et 273 en système pastoral, avec une proportion d'herbes pâturées très importante dans ces systèmes. En système herbagé, on est proche des 70% en fait, qui proviennent de la pâture dans l'alimentation fourragère totale ingérée. Ce qui caractérise les systèmes bio, c'est avant tout leur logique d'être très autonomes. Donc sur ce graphique-là, vous avez en gris les systèmes qui correspondent, qui sont en conventionnel, en orange les systèmes pastoraux bio et en vert les systèmes herbagés bio. Et donc on voit vraiment qu'on est sur des tendances où on est proche en fait de l'autonomie à la fois en volume, mais aussi sur le plan énergétique et protéique, où on dépasse à chaque fois la barrière, le seuil des 90%. Du coup, sur ce coût du système d'alimentation, on a voulu regarder ce que ça donnait dans les systèmes à contre-saison, puisque c'est une des problématiques du projet REVA-Bio, qui est de travailler sur l'étalement de la production. Donc, on a émis quelques hypothèses donc, sur le coût du système d'alimentation, avec un surcoût possible dans les systèmes où on a une production à contre-saison, avec plus de concentrés achetés et produits, plus de fourrage distribué, un peu moins de chargement, notamment par rapport à la production d'agneaux de report, voire une baisse de la productivité. On peut imaginer qu'on a une baisse de fertilité et de prolificité avec des périodes de repos à contre-saison et un peu plus de mortalité sur les agneaux, avec des agneaux de report, donc où on va au-delà des 12 mois. Donc ce sont des hypothèses qu'il nous faudra vérifier dans le projet, qu'on a commencé à émettre. Donc dans le bassin herbagé, donc quand on parle de contre-saison, on a 3 pratiques possibles qu'on a pu serrer au travers des enquêtes. Donc l'objectif étant de viser Pâques. Donc soit on peut travailler sur de l'avance de saison, c'est-à-dire qu'on a des annielages sur novembre-décembre qui sont possibles avec des types de races vendéens, mais du coup, c'est pas facile d'avoir des ventes ensuite sur Pâques, notamment quand Pâques est tôt dans l'année. On a des possibilités d'avoir de la contre-saison avec des types du coup génétiques qui désaisonnent. Dans REVA-Bio, on a vu que les éleveurs qui étaient suivis, il n'y avait pas de désaisonnement lumineux qui était utilisé. Et l'autre possibilité pour produire des agneaux à Pâques, c'est de pratiquer du grand report avec des agneaux qui ont plus de 300 jours. Du coup, on a regardé dans les bassins herbagés, l'idée étant de vendre donc, sur la période de Pâques, donc on a mis en abscisse le pourcentage de vente entre mars et mai, et en ordonnée, vous avez le coût du système d'alimentation, avec chaque point qui représente un élevage en fonction de sa zone. Donc en fait, on a un éclatement quand même assez général sur les ventes entre mars et mai qui va de 0% dans certaines exploitations, et on peut monter jusqu'à 30% des ventes qui sont à cette période, et un coût du système d'alimentation qui oscille entre 4 et 14 euros. Et du coup, si on regarde au niveau des annielages qu'on a sur l'automne, donc vous avez toujours en abscisse et le coût du système d'alimentation en ordonnée, on est donc pour les 3 éleveurs qui ont entre 20 et 50% d'agnelage sur l'automne, on est sur un coût du système d'alimentation qui est entre 8 et 10 euros, donc au-dessus de la moyenne qu'on a vue
de manière plus générale au départ, où on était autour de 6,70. Donc on est parti sur 3 exemples que Philippe Demaison a traités dans le projet Revavio. 2 élevages avec de l'avance de saison et un élevage avec du report pour essayer de comprendre finalement quelles étaient leurs pratiques et comment est-ce que c'était possible de viser la période de vente de Pâques. Donc dans les systèmes avec avance de saison, on a 2 exploitations donc, qu'on a appelé 1 et 2. Donc, dans le premier cas, on est sur une troupe en Vendéen Suffolk et une deuxième sur une troupe en Vendéen avec 2 potentiels un petit peu différents. Donc, on est sur en fait plusieurs périodes de mise bas, donc avec un lot qui est en lutte en fait sur juin-juillet pour viser un agnellage de novembre-décembre. Donc, c'est le lot qu'on appelle avance de saison. Et puis un lot plus classique où on est sur une période de lutte sur l'automne avec un agnellage au printemps et un petit décalage pour les agnelles. Donc dans ces deux exemples-là, on est sur même des systèmes qui sont assez différents où on passe de 260 kg de matière chèvre de stock dans la première situation à 150 dans la deuxième. Et on est sur des quantités de concentré par kilo carcasse d'agneau produit de 3,20 kg et 2,70 kg. Et donc sur le lot qui est en avance de saison, on a 87% de fertilité dans le premier quart, pour 162 prolifs et 20% de mortalité. Et dans le deuxième cas, 71% de fertilité, 157 de prolificité et une mortalité assez importante autour de 42%. Donc c'est des systèmes où finalement si on se centre sur le lot avec avance de saison, la lutte elle est faite du coup à la pâture, le milieu de gestation reste également à la pâture et seulement au moment de l'agnellage et de la pleine lactation on est en bergerie avec du foin de luzerne ou de prairie multi-espèces et puis un apport en métaigrin. Et l'engraissement des agneaux en avance de saison, il est essentiellement avec du foin de luzerne ou de grains minés dans le deuxième cas et du métaigrin. Donc c'est des logiques de conduite qui sont finalement assez semblables et pour des résultats en termes de vente où on obtient un étalement des ventes d'agneaux qui est assez impressionnant pour couvrir les 12 mois et entre 37 et 46% suivant les 2 exemples, avec des agneaux qui sont vendus sur le premier semestre. Donc dans les 2 situations, 40% en fait au plus des agneaux sont vendus sur la période de Pâques qui sont nés du coup en novembre-décembre. On a une majorité de R2, quelques U2. Et du coup, comme je vous disais, plus la période de Pâques va être précoce, plus il va s'agir d'agneaux de report. Du coup, il y a une vraie difficulté quand même dans ces systèmes-là, avec le lot d'avance de saison, d'avoir des agneaux qui soient prêts pour Pâques alors qu'ils sont nés en novembre-décembre. Du coup, il va falloir vraiment miser sur une valeur de fourrage de base qui soit très bonne pour assurer la lactation des brebis et avoir une bonne complémentation. Du coup, si on se recentre sur notre coût du système d'alimentation, dans ces 2 exemples, on va être dans le premier cas, à 10,90 € du kilo carcasse et 10,60 € du kilo carcasse dans le second cas. Donc l'alimentation achetée dans ces 2 systèmes, elle pèse très peu. L'approvisionnement des surfaces est un peu plus élevé dans le premier cas. Des charges de mécanisation assez élevées et du foncier aussi, puisqu'on est sur des systèmes qui sont extensifs et donc qui ont besoin de surfaces un peu plus importantes. Et donc, comme on le rapporte à une notion de fermage, on est sur des niveaux assez élevés en foncier. Donc pour mémoire, sur des élevages qui sont sans recherche de désaisonnement, on serait sur un coût d'alimentation autour de 5 à 6 €. On a un autre exemple où on est sur un système avec de l'agneau de report et 0 concentré distribué, qui est une autre piste pour produire des agneaux pour Pâques. Donc dans cette exploitation-là, on est sur une troupe de 415 brebis
autour de 5 brebis par hectare de surface fourragère et une consommation de 185 kg de matière sèche distribuée par brebis. Donc globalement, on est sur un maximum d'alimentation des brebis à la pâture, sauf autour de l'annelage où il y a de l'enrubanné qui est apporté en plus, un pâturage tournant qui est assez strict avec des temps de séjour qui sont courts et des repos entre retours sur parcelle assez longs, autour de 35 jours au printemps, et une lutte qui se fait à la pâture au mois d'octobre. On est sur un système qui est extrêmement pâturant. Et l'engraissement des agneaux qui correspondent à ces agneaux de report, en fait, les mâles sont castrés à la naissance et puis après sont conduits sur des prairies multi-espèces assez riches en chicorées, légumineuses et plantains. Et puis au moment de l'été, si c'est très chaud, il peut y avoir en complément un apport d'enrubanné sur parcelle. Et donc il n'y a pas de tri particulier en termes de l'eau et l'éleveur gère les ventes au fur et à mesure. En fonction des possibilités de finition des agneaux. Et la durée du coup d'engraissement peut aller jusqu'à 12 mois, ce qui permet avec des agnelages du printemps de l'année N de les vendre au printemps de l'année N+1. C'est ce qu'on retrouve en termes de vente. Si on prend son exemple de campagne 2020, on avait 56% des agneaux finalement qui étaient vendus sur le premier semestre, avec peu de laiton lourd, surtout des agneaux de report sur ce premier semestre. Et un coût du système d'alimentation, donc sur la campagne 2020, on était à 6,10 € du kilo carcasse produit. Donc un coût qui est un petit peu inférieur avec des agneaux de report par rapport au système de contre-saison. Et si on quitte la partie nord et qu'on va dans les bassins rustiques, l'objectif, il est surtout de viser Noël. Donc, on a des systèmes dans l'étude de transhumants. Donc, on va être sur des agnelages d'automne assez précoces qui peuvent démarrer dès le mois de septembre. Du coup, dans ce cas-là, pour viser Noël, c'est un peu compliqué. Et on peut avoir des agnelages sur l'hiver-printemps. Et dans ce cas, il peut y avoir des montées en estive. Et donc, c'est des agneaux qui redescendent d'estive qui sont vendus. Donc, on sera plutôt sur des agneaux tardons. Et sur les systèmes sédentaires, on peut avoir des agnelages de fin de lot de printemps, et donc du coup avec une commercialisation sur Noël, ou alors des agnelages en été. On est sur des races qui désaisonnent plus facilement, donc on peut se permettre d'avoir des périodes de lutte décalées. Donc c'est les tout premiers résultats qu'on a sur le bassin rustique. On n'a pas encore eu le temps de toutes les étudier, donc du coup là, on va être sur on n'a que 2 exemples où on a des agnelages entre juin et septembre. Donc, difficile d'en tirer à ce stade des conclusions, avec un coût du système d'alimentation qui peut aller de 5 à 15 € du kilo carcasse. Et en pourcentage de vente sur novembre-décembre, on va être également sur une grande variabilité entre 5 et 20 € du kilo carcasse, ce qui fait qu'on a encore des travaux pour analyser tout ça et voir finalement comment produire aussi en limitant les coûts du système d'alimentation et en répondant aux besoins de la filière pour des productions de Pâques et de Noël. Merci Marie. On va prendre 2-3 questions. Dans le système que vous avez présenté là, pour les agneaux de report dans le système herbagé, est-ce qu'ils sont tondus? Tondus. Pour améliorer l'indice de consommation et la croissance. Là, ils ne sont pas tondus, ces agneaux-là. Et est-ce que c'est un projet? Alors, c'est pas une question qu'on traite dans le projet Revabio, mais on a un projet sur la région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle SoPerfect, dans lequel on est en train d'avoir des essais d'engraissement, de tonte d'agneaux pour voir si on a une fois rentré en bergerie, des meilleurs indices de consommation et de croissance. On a fait ça sur la campagne 2020 et en fait, on n'a pas eu de résultats concluants de l'effet de la tonte sur la croissance. Alors, on ne sait pas si c'est un effet en est, donc on le reconduit là. Donc, on explore un peu cette question-là pour savoir si en rentrant des agneaux en les tondant, on aurait des meilleures finitions.
Et c'est quoi l'hypothèse? Je ne connaissais pas ce sujet. C'est que la laine consommerait. Ça me... Bon, en fait, des fois, de rentrer les. Oui, allez-y. Disons qu'ils ont moins tendance à se gratter, ils peuvent avoir moins de parasites dans la toison, et ils dégagent aussi moins de chaleur, donc normalement, ils se fatiguent un peu moins, si on peut dire, et donc au final, il doit y avoir un meilleur indice de consommation, mais bon, visiblement, sur votre essai, c'est pas le cas, mais en fait, on avait vraiment des remarques d'éleveurs qui étaient concluantes, donc on voulait le tester, et pour autant, ça se pratique en fait, le centre d'engraissement qui est pas très loin d'ici, dans une coopérative où tout ce qui rentre pour finir un centre d'engraissement, il tombe. Donc la pratique, elle existait. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a peut-être eu un effet amené en 2020 et que ça nécessite vraiment qu'on reconduise l'essai, et peut-être avec des types génétiques aussi différents qui peuvent jouer sur l'effet. Il faut dire que c'est une pratique systématique chez tous les éleveurs. Aucun éleveur, enfin, c'est une pratique systématique. Quand tu rentres les agneaux, de printemps, tu les tons en juillet, voilà, et pour les rentrer en bergerie. Quand c'est des œufs de bergerie, tu les laisses jamais passer 5 mois sans les tondre, quoi, parce qu'ils ne profitent plus. Enfin voilà, l'expérience des éleveurs, c'est ça. Paris, pour des questions sanitaires, mais y compris pour des questions d'indice de consommation. Oui. Ah ben oui, bien sûr. Parce que les cas que je te parle, là, quand tu finis des agneaux nés au printemps, tu les finis à l'été ou à l'automne, en bergerie, si tu les tombes pas, ils ne bougent plus. Ils sont trop chauds, ils se battent pour tu vois, imagine-toi si tu as 5 cm de laine sur le dos qui vont se